Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire et au nom de l'Université de La Réunion, j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de notre émission, de notre nouvelle émission consacrée au militantisme et à la capacité d'action. Il s'agit d'une nouvelle émission de notre Web TV ESS Live. Et ESS Live, durant ce mois de l'ESS, fête sa première année d'existence. C'est l'occasion, d'une part, de remercier l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus, qui ont participé au lancement et au développement et à la consolidation de cette Web TV. Je vous rappelle que ESS Live est la première Web TV universitaire de l'île de la Réunion et la première Web TV universitaire consacrée à la thématique de l'économie sociale et solidaire au niveau national. Cet anniversaire, c'est également l'occasion de faire un bilan de ce qui a été réalisé jusqu'ici en une année. ESS Live, c'est 11 émissions, 5 réalisées sur ce plateau et 6 en mode webinaire à cause du confinement lors de la période Covid. C'est également des sujets structurants et stratégiques à la fois pour l'économie sociale et solidaire et le territoire qui ont été abordés ici sur ce plateau. C'est aussi près de 200 invités qui sont venus échanger, partager, croiser leurs opinions, leurs regards, leur expertise et leur expérience sur ces sujets structurants sur l'économie sociale et solidaire. C'est plus de 5000 vues constatées concernant nos différentes émissions. Et c'est surtout la production d'un document stratégique pour le développement socio-économique du territoire qui s'intitule 10 propositions pour une transition durable. Et comme son nom l'indique, c'est une feuille de route qui permettrait à La Réunion d'entamer une transition vers un modèle de développement plus équilibré, plus juste, plus équitable et mieux régulé. C'est un document inédit puisque c'est la première fois qu'un président de chambre régionale d'économie sociale et solidaire et un président d'université s'allient pour construire un tel document. C'est un format inédit puisque nous avons atteint notre objectif de co-construction de la connaissance. Je vous rappelle que nous avons une posture qui consiste à dire que l'université n'a pas le monopole de la connaissance et que la connaissance se co-construit également sur le territoire et en côtoyant les acteurs du territoire. Ces 10 propositions proviennent notamment des échanges qui ont été tenus sur nos différents webinaires et sur ce plateau. Et cette dynamique, elle est aussi inédite puisqu'elle est reconnue et soutenue par un certain nombre d'acteurs stratégiques au niveau national et au niveau local, par exemple par des ministères, par des collectivités territoriales et par des députés. Pour finir, ces 10 propositions ont fait également l'objet d'un site internet collaboratif. Plus de 4000 personnes sont venues visiter ce site et ont pris connaissance des propositions et ont pu également collaborer et amender. Et du coup, je vous invite, vous aussi, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller prendre connaissance de ces propositions sur le site internet dit-la-réunion.com. En résumé, vous savez que l'université a une double prérogative qui est celle de la production de la connaissance et la diffusion de la connaissance. Et au regard de ce petit bilan que je vous ai proposé, à la fois qualitatif et quantitatif, nous nous rendons compte que le mariage entre l'ESS et l'université numérique a tenu tous ses engagements et a atteint tous ses objectifs. En ce mois d'anniversaire, en ce mois de l'économie sociale et solidaire, il était également important pour nous de consacrer une émission aux acteurs qui sont au cœur de l'économie sociale et solidaire et qui font de l'ESS un vecteur de profonde mutation sociale, économique et même politique. Je fais ici allusion aux militants et au militantisme. Le militantisme, c'est l'abandon de ses intérêts personnels au profit de la défense de valeurs, de principes, d'idées qui relèvent de l'intérêt général ou de l'utilité sociale. Mais pour pouvoir agir, pour pouvoir atteindre leurs objectifs, le militant a besoin de se réunir et de créer une dynamique collective, voire de faire émerger une vision partagée. L'économie sociale et solidaire devient donc un moyen, un vecteur par lequel les militants peuvent atteindre leurs objectifs. L'étude du militantisme est relativement récente et nous ne savons que très peu de choses sur les parcours des militants, sur la façon
dont les militants peuvent passer à l'action. Quels sont les enjeux et les défis aujourd'hui concernant le militantisme, notamment sur notre territoire à l'île de la Réunion. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inviter autour de cette table et également autour de nos écrans, pour ceux qui seront à distance, un certain nombre de militants, un certain nombre d'experts, un certain nombre de dirigeants, afin de mieux appréhender les problématiques et la thématique du militantisme. Je vous propose, sans plus tarder, de découvrir la première séquence qui s'intitule « Parcours d'un militant mutualiste ». Nous sommes donc à notre première session qui s'intitule « Parcours d'un militant mutualiste ». Avant de découvrir qui est ce militant et quel est son parcours, je vous invite à visionner un petit reportage qui va nous permettre de découvrir 3 parcours de militantes ici à La Réunion. J'étais déjà militante dans d'autres associations. Des amis qui étaient aussi dans les autres associations, mais à Prévention Maïf, m'ont demandé de venir pour intervenir aussi, plus particulièrement dans les écoles primaires, puisqu'il y avait très peu d'intervenants, de militants pour les écoles primaires. Avec Prévention Maïf, l'important c'était de sensibiliser le public en général, mais pour moi plutôt les enfants d'école primaire, aux accidents domestiques et à la sécurité routière. Notre plus grosse action a été le permis piéton, qui a été lancé dans toutes les écoles de l'île de la Réunion. Il se trouve que nous avons eu un appui énorme d'ailleurs de la préfecture, c'est d'ailleurs le préfet qui a commencé en premier, qui a contacté le recteur pour intervenir dans toutes les écoles. Je dois dire d'ailleurs que ça s'est fait en 2 mois et je n'en suis pas peu fière parce que ça a été un défi énorme. J'ai commencé à être militante dès mon entrée en fonction de l'éducation nationale, c'est-à-dire en octobre 1960. Pour moi, le plus important, ça a été d'accéder à l'ouverture de la délégation, parce que ça a été une chose un peu compliquée à faire avancer. Les démarches ont été faites déjà par la présence du président Jean Germain. Il a pris la décision d'ouvrir une délégation à La Réunion. J'ai été sollicitée, cooptée par mes camarades pour être déléguée. À l'ouverture de la Maïf le 16 juin 1980, il fallait participer aux différentes choses, accueil des futurs sociétaires, convaincre les collègues de venir à la Maïf. Alors comment j'étais la première femme? Parce que je faisais partie du groupe. Mais je dois avouer que ça m'a apporté beaucoup de questions, que ce soit au siège social ou dans les stages, sur le problème qu'une femme puisse avoir été agréée comme déléguée. En fait, nous étions 9 sur l'ensemble des délégations. Il fallait que j'explique que j'étais une femme, que j'étais dans l'enseignement et que j'avais la possibilité de faire comme les hommes. Les mêmes fonctions, les mêmes rôles, les sociétaires, faire avancer les choses concrètement. Les choses ont assez rapidement évolué et ont permis à d'autres femmes d'être dans les différentes délégations. Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une idée du militantisme uniquement dans le domaine syndical ou politique. Et c'est à la Maïf que j'ai découvert une toute autre forme de militantisme, le militantisme mutualiste et associatif. J'ai eu régulièrement cette proximité avec les militants. Pour vous donner un exemple, j'ai régulièrement reçu des sociétaires avec un militant. Et ce double discours, moi avec ma vision technique et le militant avec son regard mutualiste,
fait que ça vient donner beaucoup plus de sens au message et aux valeurs que nous voulions véhiculer. Cette complémentarité militant-salarié, je l'ai vécue comme une grande force tout au long de ma carrière. C'était des moments forts pour nous qui nous donnaient l'occasion d'échanger avec nos sociétaires dans un contexte qui était totalement différent. Donc vraiment cette complémentarité, elle vient donner du sens à notre métier d'assureur militant. Et encore aujourd'hui, j'en suis convaincue, c'est ce qui fait notre force et aussi notre différence. Vous l'aurez constaté, il y a un certain nombre de points communs au sein de ce reportage. Nous avons interviewé des femmes, nous avons interviewé des militantes et nous avons surtout interviewé des militantes au sein d'une structure qui est la mutuelle Maïf, et elles ont participé activement à l'implantation et au développement, à l'évolution de la Maïf sur le territoire, ce qui constitue une transition pour faire la connaissance de notre invité aujourd'hui et du militant dont nous allons découvrir son parcours. Il s'agit de Monsieur José Waro. Merci Monsieur Waro d'avoir accepté de venir aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Alors pourquoi Monsieur Waro? Parce qu'il est à l'initiative d'un petit événement sur l'économie, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, une initiative inédite, puisqu'il est l'auteur d'un ouvrage historique, si on peut dire, qui retrace l'implantation de la Maïf sur le territoire et également son évolution sur une période bien définie. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en lisant cet ouvrage, nous comprenons quelles ont été les dynamiques militantes et collectives derrière tous les combats qui ont été menés par ces derniers, tous les combats qui ont été menés par la Maïf. Et c'est la raison pour laquelle il nous semblait important, au regard de cette initiative, de rencontrer et d'échanger avec Monsieur José Waro. Monsieur Waro, une première question. Est-ce que vous considérez que vous êtes un militant, et quel a été votre parcours de militant? Bonjour et bonjour à tous. Oui, je me considère comme un militant. Je pense avoir effectivement évolué depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui. Je suis à la retraite, j'ai cessé toutes les activités à ce jour. Mais effectivement, j'ai été militant, mais je reprendrai volontiers une expression de mon ami Jean-Paul Géréon, qui nous a quittés cette année et qui a eu l'occasion donc d'écrire un livre sur le bénévolat dans le sport à La Réunion. C'est que Jean-Paul disait: on ne naît pas bénévole. Moi je dis: je ne suis pas né militant. Et cela s'acquiert effectivement au hasard de la route, au hasard du contexte familial, du contexte scolaire. Et donc, je peux éventuellement reprendre quelques éléments. Mais mes premiers souvenirs de militant, je dirais au niveau familial, c'est que père et mère instituteurs, institutrices. Donc voilà le milieu dans lequel j'ai grandi. Au début des années 50, il ne faut pas oublier qu'en 1946, La Réunion est devenue département français simplement en 1946. Et donc nous étions tout à fait au début, permettez-moi l'expression, de la décolonisation. Et donc mes parents parlaient de la sécurité sociale, parlaient de la MGN. Ça me semblait un peu flou, mais petit à petit, j'ai appris à comprendre. C'est vrai que la sécurité sociale, c'est plus du domaine d'une institution publique, mais la MGN, c'était donc déjà une mutuelle. Et la deuxième étape, c'est au niveau du cours moyen, et en particulier, j'ai eu un instituteur au cours moyen 2 qui nous a aidé à monter une coopérative de classe. Et donc là, j'ai découvert effectivement ce que c'était que l'élection d'un bureau de coopérative de classe, d'un projet commun à définir pour l'intérêt du collectif classe. Et donc voilà les premières bases. Et puis, comme tout le monde, je suis passé par le collège. Les premières années, pas grand-chose, si ce n'est qu'une éphémère participation à un club sportif de hand. Et arrivé en fin de collège, j'ai eu la chance, là aussi, d'avoir un instituteur, un professeur de collège, on disait à l'époque, ou de CEG, exemplaire en histoire et géographie. Et il y a certains de ces cours, il y a des données qui sont restées
jusqu'aujourd'hui, j'avais découvert peut-être le premier logo, le premier sigle de mon expérience de collégien, les CUMA. Qu'est-ce que c'était que ce truc, les CUMA? Coopérative d'utilisation de matériel agricole. Et donc, j'ai appris la deuxième étape marquante en ce qui me concerne, avec ce professeur d'histoire-géographie, j'ai fait donc une avancée dans ce domaine. Et puis est arrivé l'âge du lycée, plus précisément de l'école normale, puisque j'étais interne avec toute une bande de copains, dont Jean-Paul Gréon, que j'ai cité il y a un instant, à l'école normale de Saint-Denis de la Réunion. Et là, quelques petites expériences. J'ai eu l'occasion de participer à un journal scolaire. Et puis, après mai 68, nous aussi, ici à La Réunion, loin de l'Hexagone, loin de la métropole, on a voulu aussi se manifester, se prendre notre place. Et j'ai été quelque temps chef d'une équipe menu. On avait obtenu de la direction qu'on nous délègue donc une proposition de menu à faire au chef cuistot de l'internat. Et j'ai eu une première expérience extérieure à l'éducation nationale, à mon cursus scolaire. J'ai eu une première expérience tout en étant à l'école normale, et c'est aussi un hasard, un concours de circonstances, et souvent je crois que ça joue beaucoup sur les orientations qu'on peut être amené à prendre ultérieurement. Il se trouve qu'on terminait les travaux du théâtre en plein air de Saint-Gilles. Et les autorités locales, le service culturel de la préfecture, souhaitaient mettre sur pied une association pour accompagner l'ouverture du théâtre, et le lancement du théâtre et l'inauguration du théâtre. Comme il avait de bonnes relations, la personne qui était responsable au niveau de la préfecture avait de bonnes relations avec le directeur de l'école normale, ils se sont dit, peut-être qu'ils avaient besoin, après mai 68, d'une caution de jeunes, il nous faut quelques jeunes à l'Assemblée constitutive. Nous étions une dizaine de camarades de l'école normale, à cette portée volontaire. Nous nous sommes retrouvés à l'Assemblée constitutive, et puis là encore, il y a un adulte qui a pris la parole et qui a proposé, écoutez, au niveau du conseil d'administration, il faudrait un jeune. Il se trouve que bon, mes camarades n'étaient pas volontaires, ils m'ont un peu poussé. Je me suis retrouvé au conseil d'administration de la première association qui a été amenée à gérer à l'ouverture le théâtre en plein air de Saint-Gilles. Le conseil d'administration se réunit dans la foulée, et puis à nouveau, j'ai été à nouveau la caution, jeune entre guillemets, et j'ai été élu trésorier adjoint. Je n'ai pas eu beaucoup à faire, puisque le trésorier était un cadre du service des impôts, mais une personne très bienveillante et qui a pris le temps, le soin de m'expliquer certaines choses. Et donc, j'ai engrangé donc quelques connaissances au niveau donc du monde associatif. Et puis est arrivé donc au début des années 70. J'ai quitté l'école normale, je suis devenu instituteur, et comme beaucoup, j'ai découvert le syndicalisme, j'ai été syndiqué. J'ai découvert, même si je n'ai pas participé activement à la première année, l'USEP, l'Union sportive du premier degré. Avec des difficultés, j'ai découvert effectivement, malgré le souhait vu l'éloignement, j'étais dans une petite école des Écarts, difficulté d'avoir un transport scolaire, et donc la première année, c'est une découverte un peu théorique et quelques relations avec des adultes, mais pas de manière encore active. Et puis, à titre personnel, sur cette période, j'ai été membre d'un conseil d'administration d'une association de sport mécanique, et surtout, je me suis présenté à un petit examen que j'ai brillamment. Il s'agissait de devenir commissaire sportif. J'étais loin là dans un tout autre domaine, donc j'ai été commissaire sportif dans des courses de moto. Et puis, au niveau du syndicat, les choses ont évolué. Je suis devenu conseiller syndical. J'étais élu paritaire également. Et à la fin des années 70, il y avait un moment, j'ai commencé avec l'aide de Georges Grima, de Jeannet Maillot, donc les plus anciens et les responsables de notre organisation syndicale,
il y avait à La Réunion, c'est pour cela que j'ai rappelé tout à l'heure les dates, 1946, début de la départementalisation, et donc il y avait un fort courant et une forte demande d'égalité avec la métropole, de rattrapage sur la métropole, et il y avait des retards dans tous les domaines. Le plus criant étant le retard au niveau du SMIC. Et donc, nous avons apporté notre soutien à certaines organisations plus à même que nous, plus au fait que nous, de porter certaines revendications, certains combats, d'autres organisations syndicales telles que CGT, CFDT, etc. Et du côté de l'éducation nationale, nous avons également mené une réflexion. Je me souviens d'un séminaire sur un week-end dans une salle à la LEFPA de la Ravine des Cabris. Et au cours de ce séminaire, nous avons fait un inventaire de ce qui existait en métropole pour les fonctionnaires d'une manière générale, pour les fonctionnaires de l'éducation nationale, et ce qui nous manquait à La Réunion. Et on s'est un peu réparti la réflexion, les recherches, les enquêtes, et il se trouve que Jeannet Maillot et moi-même avons été désignés pour relancer et suivre l'évolution de ce fameux dossier, la Maïf à La Réunion. Georges Grima et Jeannet Maillot ont eu l'occasion de prendre contact avec les responsables au niveau national. Et en 1979, lorsque le président de l'époque, Jean Germain, est venu à La Réunion, il est venu donc nous annoncer que le feu vert, en réalité le feu vert, il avait été déjà donné par une assemblée générale en 1976. En 1978, il y avait eu l'ouverture d'une délégation en Martinique ainsi qu'une délégation en Guadeloupe. En 1979, on est venu nous dire, eh bien ça y est, c'est à votre tour à La Réunion. Et puis en 1980, l'opération a démarré. Mais je serais arrivé à un autre moment, j'aurais peut-être eu un parcours militant dans un autre domaine. Pas comme Jean-Paul Géréon dans le domaine sportif, parce que je n'étais pas un grand sportif, mais que ce soit domaine associatif ou autre, peut-être. Il se trouve que je suis arrivé au moment où le fruit était mûr, et donc je me suis embarqué dans la galère, une galère bien agréable. Et c'est ainsi que j'ai démarré en 1980 ma carrière, si je puis m'exprimer ainsi, de militant Maïf, et pour mettre un terme à mes fonctions de militant en 2016, donc 36 ans dans le cadre d'une activité militante à la Maïf. Merci pour ces propos. Ce dont nous nous rendons compte à travers votre parcours, c'est que le parcours qui fait le militant avec l'ensemble de ses composantes, l'expérience scolaire, l'expérience des rencontres, les différents moments d'engagement. Et on continue finalement dans l'histoire, et nous allons plutôt nous focaliser sur votre expérience Maïf. Pourquoi il était important de faire de retracer cette histoire à travers cet ouvrage? Pourquoi il était important pour vous, mais également pour la Maïf? Écoutez, l'ouvrage, je le précise dans mon propos de militant en début du livre. Tout d'abord, j'ouvre une parenthèse pour préciser que mon objectif, là, n'était pas de réaliser un ouvrage. Il n'est pas en vente dans les librairies, on ne le retrouve pas dans les librairies. Il y a eu un tirage très limité. Cependant, la version numérique est disponible, et la Crèce Réunion a toute latitude donc pour adresser la version numérique à qui le souhaiterait. Moi, ma réflexion, elle est venue là aussi de petites choses, de contacts et de choses vécues. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, donc, de participer aux 40 ans de la section MGEN au niveau du département. Je faisais partie donc d'une équipe de militants, et j'ai noté toutes les difficultés qu'on avait eues pour retrouver des archives. Et en particulier, le président fondateur, il était toujours Eugène Agénor du Tremblay, de ce monde vivant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais il m'a précisé que, vu son état de santé, étant hébergé chez de la famille, il n'avait pas pu garder ses archives. Tout était parti à la poubelle. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, je reviens pour la troisième fois sur Jean-Paul Géréon. Il a écrit un livre sur l'histoire des Jeux des îles de l'océan Indien. Ça m'a interpellé.
Et il m'a offert son livre. Et je me suis dit, ben, c'est vrai que, voilà, deuxième élément, il y a quelque chose à faire. Et puis j'ai un très gros défaut. Je n'arrive pas à me débarrasser de mes vieux papiers. Et lorsque est arrivé le moment de se mettre un terme à mes fonctions à la Maïf, je me suis rendu compte de ce que j'avais comme document d'archives, tant à la maison qu'à la Maïf. Et donc je me suis dit, avant de mettre tout cela à la poubelle, peut-être qu'il serait intéressant de faire un tri, de collecter certains éléments, de laisser une trace, et que peut-être ça pourrait être utile, soit à des militants de demain, soit à des étudiants. Voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin. Je l'ai fait avec, je dirais, un peu de modestie, parce que je ne suis ni écrivain ni historien. Donc j'ai mis ma passion. J'ai aussi considéré que c'était une activité intéressante, une bonne gym-cerveau, comme on dit, pour un jeune retraité. Merci. En parcourant l'ouvrage, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un certain nombre de combats qui ont été menés par la Maïf et surtout par ses militants. Qui dit militant dit, comme je le disais tout à l'heure, défense d'idéaux, défense de valeurs, défense de principes. S'il fallait en retenir un de combat, lequel vous garderez? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais m'attarder d'abord sur la démarche, qui n'est pas une démarche spécifique Maïf, mais qui est plutôt une démarche assurantielle Réunion, département d'outre-mer, et toujours avec cette optique d'égalité avec la métropole, de rattrapage avec la métropole. Et je fais allusion là à l'assurance des catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, il y a une diapo, je crois, là, qui peut, oui, voilà. Qui peut vous apporter, merci, qui peut vous apporter un éclairage. Pour faire simple, vous avez trois dates capitales en rouge. Vous avez 1982, 1990 et l'année 2000. Lorsque la Maïf est arrivée à La Réunion en 1980, il n'y avait pas de disposition particulière en ce qui concerne l'assurance des catastrophes naturelles, ni en métropole, ni chez nous. Cependant, et nous nous sommes inquiétés, nous avons eu des échanges avec nos formateurs en 79-80, et il nous avait été répondu, j'avais trouvé ça à l'époque effectivement un peu surprenant, il nous avait été répondu, écoutez, il n'y a pas de différence à faire entre la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la métropole. En métropole, nous couvrons toutes les intempéries, à l'exception du gel et de la sécheresse. Donc, nous n'allons pas faire une différence entre une tempête ou un ouragan ou un cyclone, pas de différence. Et donc, il y avait un plus, alors qu'au niveau de notre département, de grosses difficultés, des réclamations énormes, et d'autant plus qu'en 82, il y a eu la loi du 13 juillet qui a officialisé au niveau de la métropole l'assurance des catastrophes naturelles, bien sûr avec une contribution supplémentaire sur la cotisation habitation par exemple, mais exclusion pour les DOM, pour l'ensemble des DOM. Le temps a passé et entre 82 et 90, la première étape positive de rattrapage pour les départements d'outre-mer, c'est en 90. Il y a eu une nouvelle disposition législative le 25 juin qui a donc amené l'assurance obligatoire des catastrophes naturelles dans les DOM, mais tenez-vous bien, à l'exception des cyclones. La Maïf n'a pas modifié sa position, elle apportait toujours sa couverture à ses assurés, mais nous avons vécu dans ces années et les années qui ont précédé 1990 une situation un peu délicate. Nous ne pouvions pas, nous militants, nous désolidariser du reste de la population, mais en interne, nous au niveau Maïf, on apportait la couverture à l'égalité de ce qui se passait en métropole, alors qu'à La Réunion, ça n'était pas le cas. Et dans la presse, il y a eu je ne sais pas s'il faut dire le buzz, mais il y a eu des moments de tension extrême. Je prends l'exemple d'articles d'août 90 dans Témoignages, et Témoignages faisait le constat, juste, réel, 80% de la population n'était pas assurée à La Réunion au niveau de l'habitation.
20% seulement d'assurés. Et donc cette disposition qui était un rattrapage, qui était un plus, mais un plus uniquement, disons-le, pour la classe moyenne qui était en mesure d'assurer donc leur habitation. Et donc, position assez difficile, mais malgré tout, il fallait continuer, il fallait poursuivre, il fallait aller plus loin dans le combat pour l'égalité, pour le rattrapage au niveau de la métropole. Et ce n'est qu'en 2000 que la loi d'orientation, il y a eu une loi d'orientation pour l'outre-mer, une loi généraliste, avec vraiment une loi faux-tout. Et dans cette loi, il y a eu une disposition, un article pour l'extension du régime aux cyclones. Ce n'est qu'en 2000. Donc il a fallu 18 ans après la première disposition applicable sur le territoire métropolitain, il a fallu 18 ans pour que La Réunion soit traitée, les sociétaires de La Réunion, les assurés d'une manière générale de La Réunion, soient traités à l'égalité de la métropole. Et un dernier point sur ce dossier, nous avons été particulièrement, oui, fiers, je dirais. Jacques Martin, qui était notre responsable sinistre à cette époque, Philippe Bénard, qui était à la délégation de Saint-Pierre, et moi à la délégation de Saint-Denis, eu égard à notre expérience du terrain en matière de gestion. Il faut bien se dire que dans les années 80, il n'y avait pas d'Internet. Le téléphone, c'était à 11 francs la minute. Donc les moyens de communication étaient difficiles. Et c'était d'autant plus difficile de gérer une grosse masse de dossiers après un cyclone au niveau départemental. Et donc, nous avons été sollicités et nous avons pu participer à un grand projet interne au niveau de l'entreprise pour mettre sur pied vraiment un programme de prévention, une opération, un projet que l'on a appelé le projet Pégase, et qui fait que très vite, au lieu que le cyclone soit suivi effectivement par les Domiens, mais de notre siège en métropole, à la moindre alerte, tous nous étions en même temps au courant de l'avancée du cyclone, de ses coordonnées, etc., et de la situation au niveau de l'île, de façon à pouvoir intervenir plus rapidement. Ça, effectivement, c'est un dossier important. Mais je voudrais dire aussi quelque chose à côté de cela, si je ne suis pas trop long, c'est que un assureur, habituellement, c'est fait pour intervenir en aval, après l'accident. Et à la Maïf, ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce qui m'a enflammé quelque peu dans mon parcours de militant, c'est que dès le début, il y a eu le souci d'intervenir en amont, de faire de la prévention, faire de l'éducation à la sécurité routière. On a entendu Dominique Riffa dans les reportages tout à l'heure. Effectivement, que ce soit la Maïf a créé une association nationale avec des antennes départementales dans le domaine de la prévention pour l'éducation à la sécurité routière, l'éducation à la sécurité domestique. Elle a créé la Fondation Maïf pour participer à des recherches, mais toujours pour améliorer la prévention, pour mieux soigner les conséquences des accidents corporels en particulier. La Maïf a mis sur pied également une autre structure avec des ramifications dans tous les départements, le Fonds Maïf pour l'éducation, pour intervenir d'une manière encore plus large, au-delà de l'éducation à la sécurité routière et la sécurité domestique, sur tous les aspects de l'éducation, entre les délégations Maïf et le terrain et les associations du terrain. Merci beaucoup, Monsieur Waro, pour vos propos. Nous aurons l'occasion de vous réentendre puisque vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Mahé, qui est le président de la Maïf. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ma première question, c'est quel regard portez-vous sur les militants Maïf et sur l'évolution de la Maïf sur le territoire de La Réunion? Oui, bonjour d'abord à tout le monde. Je suis particulièrement heureux de participer à votre réunion, de saluer José et de lui dire que José, ben voilà, tu m'as remis ce livre lors d'une rencontre à Paris. Et il est aujourd'hui en Bretagne, d'où je vous parle depuis mon domicile à Rennes. Donc, je crois que, et je voudrais partir justement de l'expérience qu'a très bien expliqué José sur la dimension militante de la mutuelle, de la Maïf.
La Maïf, signature aujourd'hui, c'est assureur militant, et cette signature, finalement, elle irrigue notre histoire et elle trouve toute sa vérité dans notre origine. Pour rappel, la Maïf, elle est née en 1934 par la volonté de 300 instituteurs qui, au mois de mai 34, se réunissent et se disent que s'ils s'assuraient entre eux pour les risques de leur automobile, ben finalement, ils seraient certainement mieux assurés et ils se dégageraient de l'emprise de société clairement financière, clairement capitaliste. Si je rappelle ça, c'est que la Maïf, elle est un acte politique. Donc, dès l'origine, la Maïf tente. Et elle choisit pour cela un statut, c'est le statut de la mutualité, qui, on le sait bien, permet de se libérer de l'emprise imposée par l'autonomie capitaliste, la pression des actionnaires. Et on le voit dans l'actualité ancienne ou récente que l'activité des entreprises est fortement sous l'emprise du capital finalement. Et ça, c'est l'atout majeur de l'économie sociale et solidaire. Et la Maïf, dans ce domaine-là, l'assurance des risques, l'assurance des biens, l'automobile, l'habitation et l'assurance des personnes, évidemment. Ce modèle mutualiste incarné par la présence militante, José en est un exemple emblématique, je le lui ai dit, il le sait bien. Ses camarades de la Réunion, ses camarades d'hier, ses camarades d'aujourd'hui continuent à marquer par leur engagement cette empreinte-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le quotidien de la relation avec les gens qui nous font confiance, avec nos sociétaires, aujourd'hui à la Réunion, ils sont 46 000 sociétaires à la Réunion. Ça veut dire sans doute un peu plus de 3 fois plus de personnes couvertes, assurées, protégées par la mutuelle Maïf. Et ça, on le doit en bonne partie à l'activité, à l'engagement des militants qui ont, comme José, œuvré au développement de la Maïf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire incarner dans le quotidien de la relation finalement des valeurs qui, lorsqu'on les décrit, lorsqu'on les cite, paraissent tellement évidentes, et pourtant elles ne le sont pas. C'est quoi les valeurs de la mutualité? C'est d'abord celle de solidarité, celle de la solidarité. Les autres seront solidaires de moi et je suis solidaire des autres. La solidarité, elle ne peut aller sans la responsabilité. Je dois être responsable de mon comportement en tant que conducteur automobile, par exemple. Je dois faire attention à la protection de mon domicile, etc. De même que les autres doivent être responsables de leur propre comportement. La solidarité, la responsabilité, la confiance et la certitude que, oui, a priori, je peux faire confiance à ceux et à celles qui constituent la collectivité de la mutualité. Et les militants de la Maïf, à La Réunion comme ailleurs, c'est véritablement, moi je l'ai été longtemps, je suis président de la Maïf aujourd'hui, j'ai été comme José, un militant départemental, comme on disait à l'époque, précisément. Voilà, c'est ça que nous portons véritablement. C'est le modèle de la Maïf. Et la richesse de la Maïf, et la richesse de ce modèle, c'est de faire en sorte qu'entre l'engagement militant qui est le nôtre et l'expertise, le professionnalisme de nos salariés, et ils sont de plus en plus nombreux à La Réunion, puisque nous avons aujourd'hui 4 agences, 4 délégations conseils, cette unité, cette synergie fait finalement à la fois la singularité de la Maïf et finalement la richesse de son modèle.
Merci, monsieur Mahé. J'aurais une deuxième question. On s'est rendu compte à travers le parcours de José Haro que le militant, c'est un individu qui s'inscrit dans une dynamique collective. Cette dynamique collective, elle se formalise par la suite sous forme d'une organisation. Et aujourd'hui, est-ce qu'une organisation, vous parliez de Maïf comme également une organisation militante, donc dans quelle mesure une organisation peut-elle être militante? Et en abordant ce sujet, j'aborde notamment une dernière évolution concernant votre organisation, c'est celle qui vous attribue un peu le label ou le titre d'entreprise à mission. Oui. La Maïf, je l'ai dit dans mon propos, c'est une entreprise, c'est une mutuelle foncièrement engagée. Elle l'est d'abord dans son métier. La signature que j'évoquais tout à l'heure d'assureur militant, elle emporte en elle-même l'engagement que nous avons vis-à-vis de nos sociétaires, des gens qui nous font confiance pour protéger leurs biens, leurs propres personnes et leurs familles. Ça, c'est véritablement, je vais presque dire, le noyau de notre engagement que portent conjointement les militants et les salariés. Mais à côté de ça, et au-delà de ça, une entreprise engagée, une autre, se doit aussi d'essaimer son action dans la société. Au travers d'un certain nombre d'actions, José les a très bien rappelées. Il a parlé de prévention Maïf, il a parlé de fondation Maïf, il a parlé du Fonds Maïf pour l'éducation, donc un engagement sociétal de la mutuelle pour faire en sorte que dans le domaine de l'éducation, de l'intégration des personnes handicapées, du financement, de l'aide, de l'investissement dans de jeunes entreprises à impact social, il y ait véritablement une contribution de la Maïf. Et ça nous a conduit, c'est votre question, ça nous a conduit à faire un choix. Précisément cette année, en 2020, lors de notre Assemblée générale, nous avons décidé, conformément et dans la suite d'une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui permet à des entreprises qui le veulent, il y a un acte de volontarisme là, d'adopter une qualité, celle de société à mission. En deux mots, sans être trop long, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mutuelle Maïf, qui statutairement reste une mutuelle, est désormais une société, a désormais adopté la qualité de société à mission, c'est-à-dire de faire en sorte, à l'appui d'une raison d'être, une raison d'être qui exprime véritablement ce qu'est l'essence même de l'entreprise. Pourquoi finalement l'entreprise est là? Pourquoi la Maïf, pourquoi la mutuelle Maïf existe? Et pourquoi, si elle n'était pas là, finalement, il y aurait quelque chose qui manquerait dans la société, d'assurance certes, mais au-delà. Donc à l'appui de cette raison d'être, nous avons décidé, acté dans nos statuts, de 5 engagements, des engagements sociaux vers nos 8000 salariés, vers nos militants, vers nos 3 millions de sociétaires, mais aussi vers des causes environnementales, vers des causes sociétales, pour faire en sorte que, à notre niveau, même si on ne va pas changer le monde, on le sait bien, on puisse contribuer à faire en sorte que la société dans laquelle nous vivons soit plus solidaire, plus humaine, plus juste, plus durable aussi, parce que chez les assureurs, il y a un sujet véritablement prégnant, pour ne pas dire urgent, c'est la contribution que nous devons avoir, comme d'autres activités, à l'urgence climatique, c'est-à-dire à l'urgence écologique finalement. Et tout ça, des engagements publics, connus, évaluables, et qui nous sont par conséquent opposables si nous n'arrivions pas aux objectifs que nous nous sommes donnés pour faire en sorte que, je vais presque dire de façon lapidaire, pour que la planète se porte mieux, quoi. Voilà. Et ceux qui y vivent surtout.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Mahé, pour votre intervention depuis Rennes. Je sais votre agenda très chargé et merci du coup de vous avoir rendu disponible pour échanger avec nous aujourd'hui. Merci également à José Waro pour ses premiers éléments de contribution et de partage d'expérience. Je vous propose maintenant de passer à la seconde séquence. Au cours de cette seconde séquence, nous allons tenter de cerner quelles sont les nouvelles formes de militantisme, quels sont les enjeux et les défis du militantisme aujourd'hui sur notre territoire. Mais avant cela, je vous invite là aussi à visionner un petit reportage qui nous amènera à découvrir l'association Art pour tous. La Case Art Tous est une grande maison qui dépend entièrement de l'association Art pour tous. Nous avons commencé par des actions uniquement artistiques entre 2006 et 2010. Et à partir de 2010, nous avons pu développer aussi tout le volet social. Et plus récemment, depuis 2014, un gros volet sur les jeunes, avec les projets jeunes, un accompagnement individuel ou collectif. Ça va du soutien scolaire, donc tout ce qui est lutte contre l'illettrisme, avec de l'alphabétisation, l'accès aux droits, à l'information. C'est aussi l'aide à la vie quotidienne, l'aide aux projets collectifs. J'y viens depuis 7 ans et ça va faire 11 ans que je suis en gros un ancien. J'y suis venu parce qu'on l'a découvert par hasard, par pur hasard. On allait jouer au terrain et on entendait un peu un attroupement, on entendait des voix, un groupe. Et par curiosité, on est entré dans une salle qui se trouve à Art pour tous d'ailleurs. Et là, on a vu qu'il y avait toutes sortes d'activités, de la poterie, qui faisaient des cerfs-volants et ça nous a plu, tout de suite plu. On y est resté. Ils n'ont même pas eu du souci à nous accepter. Tout de suite, malgré qu'on soit des inconnus. J'ai eu envie de continuer à y venir, à m'impliquer. C'est pour ça aussi que je suis là en mission civique, pour garder justement ce que j'ai appris et essayer de le partager aux autres. Il m'arrive même de faire du bouche à oreille pour faire venir des gens. On accepte tout type de public et c'est ça qui me plaît en fait, le contact avec les gens, peu importe les âges, mais tout le monde s'entend avec tout le monde et c'est ça qui plaît. On met en avant le vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire. Avec qui il a envie de faire, ça c'est à la personne de décider. Si quelqu'un est bon en art plastique, on va le pousser à l'art. S'il est bon en musique, on va le pousser à aller vers ce qu'il aime le plus. On ne prive jamais quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire. C'est beaucoup de bénévolat, beaucoup de conviction. Nous avons envie de montrer aussi qu'il est possible en fait de vivre et faire ensemble, peu importe les différences, qu'elles soient culturelles, que ce soit des différences de génération ou d'âge, que ce soit des personnes porteuses de handicap ou des personnes valides. Et quand je dis personnes porteuses de handicap, c'est tout handicap confondu. En fait, dans cette maison, on retrouve une micro-société où on va voir des personnes très très différentes au cours d'une journée qui vont se croiser, qui vont faire des activités ensemble ou participer à de la vie quotidienne ou simplement être là, boire un café, quoi. En 2006, quand nous avons commencé, je disais qu'on était plus sur le volet artistique. Donc c'était des créneaux de 2 heures par exemple. Donc bien sûr, il y avait des bénévoles et des salariés, mais tout le monde donnait son temps pour le village artistique qu'on organisait chaque année, etc. Maintenant que depuis 2014, on a intensifié le volet social, l'engagisme, on va dire, est beaucoup plus développé. Donc forcément, on va intensifier aussi notre part de bénévolat, notre part d'engagement, que ce soit pour les salariés, je le répète, puisqu'il y en a 3, et pour les autres bénévoles qui sont présents. Et les missions civiques, c'est pareil. Tout le monde s'engage en fait au-delà de ces heures contractualisées. Durant cette seconde séquence consacrée au militantisme, nous allons tenter, comme je vous le disais, de cerner les nouvelles formes, les nouveaux enjeux, les nouveaux défis du militantisme d'ici et d'ailleurs, et ont accepté de nous rejoindre et ont accepté notre invitation à un certain nombre de personnes. Nous accueillerons Madame Claudine Donce, qui est mandataire du conseil d'administration Maïf. Nous allons également
accueillir Madame Nelly Tavel, qui est vice-présidente des CMEA et membre du conseil d'administration de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Nous allons recevoir également Madame Marine Martin, qui est chargée de mission au CRAGEP, ainsi que Mathias Kourounadin, membre de la commission COSMAN, également du CRAGEP, et enfin une fidèle parmi les fidèles, Daniel Demoustier, qui est maître de conférence à Sciences Po Grenoble, et bien évidemment nous gardons auprès de nous José Waro, qui sera en fil rouge et qui pourra intervenir à tout moment pour nous partager ses expériences. Madame Tavel, je sais que vous avez un impératif en termes d'agenda. Je vais vous poser la première question en tant que militante CMEA, mais également en tant que membre du conseil d'administration de la CRES. Pourquoi la CRES parle-t-elle autant du militantisme et quels sont les enjeux du militantisme à la Réunion et pour l'économie sociale et solidaire? Alors, bonjour, excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Il n'y a absolument pas de souci, je vais vous répéter mes interrogations. Du coup, je vous disais qu'on vous accueille en tant que militante CMEA, mais également en tant que membre du conseil d'administration de la CRES. Et généralement et régulièrement, dans leur communication, la CRES insiste sur le militantisme. Et quelle est l'importance du coup du militantisme pour l'économie sociale et solidaire, et quels seraient les enjeux par rapport au territoire? Bonsoir, merci de m'accueillir en tout cas. J'avais pris un peu sur le fil l'intervention d'aujourd'hui, donc merci en tout cas de nous accueillir. Donc à mon niveau, donc, je parlerai plutôt du militantisme de ma place de jeune. Donc, on m'avait posé ces questions en ce sens-là. Le militantisme, si je rebondis un peu sur ce que disait Monsieur José Waro tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure. Et ça, je l'ai vraiment découvert au niveau des CMEA, donc qui est une association d'éducation populaire. Et donc, je l'ai appris au fur et à mesure. J'ai envie de retracer un peu mon parcours, peut-être qu'il pourra répondre un peu à votre question. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez me resituer s'il y a des éléments qui manquent. Donc, moi, je suis arrivée au niveau du service des CMEA en tant que service civique, que j'ai dû stopper pour pouvoir entrer en formation d'éducateur spécialisé. Et cette expérience m'a vraiment fait voir dans un premier temps qu'est-ce que c'était que le militantisme, et j'ai voulu garder cette place-là, d'évoluer par diverses actions, que ce soit dans les BAFA, les interventions auprès des formations professionnelles comme le BPGEPS. Donc, tout au long de ma formation, j'ai gardé ce point d'attache avec les CMEA qui m'a permis aussi de prendre un peu de recul par rapport à ma formation. Donc, maintenant que je suis diplômée et que j'ai une profession à côté, je garde encore une place certaine au niveau du conseil d'administration des CMEA. Ils m'ont accueillie, je suis l'une des seules jeunes. C'est vrai que ça fait un moment que j'y suis, j'apprends encore tous les jours. Et pour moi, il est important d'avoir en tant que jeune une place certaine au niveau d'une association, de comprendre qu'est-ce que c'est que le militantisme par les différents échanges qu'on peut avoir pour pouvoir s'intégrer, participer aux différentes actions qui sont proposées et faire évoluer un petit peu les mentalités. Merci Madame Tavel pour ce partage concernant votre parcours, et ça nous amènera à questionner du coup les nouvelles formes de militantisme et l'engagement des jeunes. Mais je profite d'avoir à côté de moi un ancien membre du conseil d'administration de la CRES. Le président de la CRES insiste beaucoup sur le militantisme. L'ancien président de la CRES insistait beaucoup sur le militantisme. Et pourquoi est-ce aussi important? Je crois que la première chose, c'est que la démarche du militant, c'est vraiment de remettre l'humain au centre de l'activité.
et non plus être uniquement sur un but économique, sur la place principale au capital. Donc remettre l'humain, ça c'est le premier point. Ensuite, dans le rôle de la CRES, tout groupe humain, toute corporation, y compris dans le domaine politique ou autre, à un moment donné, il faut fédérer, il faut qu'il y ait des accords. On ne peut pas avancer si coopératives et mutuelles s'ignorent ou se paralysent, si les associations et les mutuelles de même, et ainsi de suite. Donc nous avons ce point commun entre mutuelles, coopératives et associations, l'humain au centre, pas de dividendes à verser aux actionnaires, mais les excédents restent la propriété de la collectivité, et puis un homme, une voix. Donc nous avons ces caractéristiques en commun, et donc nous devons effectivement converger. La CNCRES, qui est de réalisation très récente, donc apporte un petit peu ce ciment pour essayer de fédérer. Après, il peut y avoir quelques différences d'activité des militants suivant le domaine dans lequel on se trouve. Certes, la responsabilité financière d'une petite, je ne suis pas péjoratif en disant cela, d'une petite structure locale n'est pas la même qu'une grosse association qui a 100 ou 150 salariés. Donc, le militantisme doit s'adapter, le militantisme doit se professionnaliser. Et on arrive à avancer, à faire progresser l'ensemble du collectif lorsqu'il y a échange, lorsqu'on apprend à connaître l'autre. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Waro. Je me tourne vers Daniel. Cher Daniel, merci d'avoir encore une fois répondu favorablement à notre invitation. À ce stade de l'émission, je pense qu'il faudrait clarifier la sémantique, la différence entre bénévole, militant, engagement, volontariat. Je sais que tu as écrit un article là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous partager tes productions, tes découvertes? Oui, bonjour à tout le monde. Merci de cette invitation. Alors, j'irai peut-être un petit peu plus loin que ta question, Jérôme, comme tu me donnes la parole. Effectivement, historiquement, dans les termes utilisés, il y a eu une évolution. Au début du XXe siècle, on parlait de meneur. Ça veut dire qu'en fait, le meneur, c'était à la fois celui qui mobilisait beaucoup de monde derrière lui, hein, et puis vers une cause générale. Hein. Progressivement, on est passé de meneur à militant. Hein, et le militant, il est toujours effectivement engagé pour une cause générale. Hein, mais on a un petit peu atténué ce côté attractivité, hein, pour mobiliser des groupes derrière lui, même si dans la pratique ça se fait, puisque l'économie sociale et solidaire est composée de groupements de personnes, hein, qui se mobilisent collectivement. Hein. Et puis progressivement, on a vu apparaître le terme militant bénévole. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce terme militant bénévole, il est apparu avec l'affirmation des associations comme de plus en plus gestionnaires. Hein. Et c'est ce côté, hein, plutôt entreprise associative, hein, qui a conduit à faire apparaître ce terme bénévole. Le terme bénévole, il est un petit peu plus restreint parce qu'il gomme d'une certaine manière un peu l'adhésion à une cause. Hein. Il montre plus l'adhésion à un projet, hein, l'adhésion à une organisation. Hein. Et puis petit à petit, on est passé à bénévole militant. Donc c'est le côté bénévole qui a pris plus de place. Et aujourd'hui, parfois, on ne parle que de bénévole. Hein. En gommant aussi ce côté militant qu'il peut y avoir, hein, chez beaucoup de bénévoles. Hein. Et pour mettre l'accent sur la participation des personnes, hein, alors soit à l'administration, hein, des associations, on parle de bénévoles d'administration, hein, ou ce qu'on appelle aussi un peu dans notre jargon de recherche, hein, les bénévoles d'exécution, hein, c'est-à-dire des bénévoles qui ne participent qu'à une action, hein, donnée de l'association. Hein. Donc c'est intéressant parce que le vocabulaire a un tout petit peu suivi l'évolution des associations, hein, mais en même temps, je trouve, a appauvri, hein, la notion d'engagement, hein, dans le milieu associatif. Hein. Ça, c'est une première évolution qui me paraît importante. Alors, je vais en profiter pour donner deux autres évolutions qui me paraissent aussi importantes, qui ont été déjà mentionnées dans vos témoignages. La première évolution, c'est aussi par rapport aux sources du militantisme.
J'ai été très intéressée par le témoignage de José Waro, parce qu'il a montré que la source du militantisme, elle est multiple. Elle était multiple. Hein. Une source familiale, hein, il y a une culture familiale quand même, hein, qui se transmet, en tout cas qui s'est transmise. Hein. Une culture professionnelle. Hein, c'est pas par hasard que il y a beaucoup de structures d'économie sociale dans l'éducation nationale, parce qu'il y a une identité professionnelle forte. Hein. Et puis aussi, ce qui est important, c'est le rôle de l'éducation. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on le revendique et on réinsiste là-dessus. Hein, éducation populaire, éducation à l'ESS. Hein. Et puis, l'autre ingrédient qui est aussi intéressant, c'est la rencontre. Hein. La rencontre, c'est-à-dire qui peut être liée un peu à hasard, à une opportunité. Hein. Je trouve ça, c'est très intéressant dans son parcours. Aujourd'hui, hein, dans le parcours de Madame Tavel, on voit apparaître d'autres choses. Hein. On voit apparaître aussi les dispositifs, le service civique. Hein. On a des dispositifs, hein, qui entraînent aussi, qui sont à la source de ces nouvelles formes d'engagement. Ces dispositifs étant ancrés dans un autre contexte que le contexte des années 50, 70, voire 80. Hein. C'est le contexte aussi du chômage. Hein. Le contexte de la nécessité d'avoir des activités, pour les jeunes d'accéder à l'emploi. Hein. Et donc on voit que maintenant, hein, ça peut être aussi un moteur, hein, de l'engagement qui est un petit peu différent. Je pense que pas chez Monsieur Waro, c'était pas la même perspective de se créer son emploi. Hein. Mais aujourd'hui, chez les jeunes, on voit aussi arriver cette perspective, hein, de se créer ses emplois et d'utiliser des dispositifs existants et qui sont très intéressants parce qu'ils conjuguent, hein, à la fois l'engagement associatif et, hein, l'engagement dans une activité, hein, qui peut après devenir plus professionnelle. Hein. Donc voilà quelques éléments à la fois de continuité, je trouve, et aussi de rupture. Hein. On voit qu'on est dans une période de rupture et c'est pour ça que je finirai là-dessus. Je trouve que la transmission, hein, est très intéressante et retracer ces parcours à la fois de personnes, de militants et ces parcours d'organisation me paraît tout à fait important pour justement assurer une certaine continuité, hein, alors qu'on est aussi dans des changements quand même très importants, hein, à la fois des sources d'engagement et des modes d'engagement. Merci beaucoup, Daniel, pour cette analyse très enrichissante. Nous aurons l'occasion de revenir vers toi tout à l'heure. Tu parlais des conditions qui favorisent le militantisme. Je vais me tourner cette fois-ci vers Claudine Dons. Merci Claudine d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je sais ton attachement pour l'intervention au sein des écoles, pour l'éducation. Comment peut-on aujourd'hui favoriser, eh bien, l'émergence du militantisme auprès des jeunes, ou planter la petite graine de l'engagement? Merci et bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Juste avant de parler de l'éducation et de la petite graine qu'on pourrait planter dans l'engagement pour les jeunes, j'aimerais revenir sur le petit reportage que nous avons suivi de l'association Les Arts pour tous. Oui. Ouais, juste pour vraiment dire que ce reportage m'a beaucoup touchée, puisque moi j'ai eu l'occasion il y a 4 ans d'aller les visiter lors d'une remise justement du prix régional du Fonds Maïf pour l'éducation. Et en poussant cette porte, j'avais vraiment trouvé des bénévoles très engagés, et à travers le reportage qu'on a vu aujourd'hui, qui a été fait, je pense en début du mois de novembre, on sent encore que cet engagement est encore très fort. Et ce qui m'a le plus réjoui, c'est de voir que 15 ans après, l'association est toujours présente, la ferveur des bénévoles est toujours très forte, que les emplois qui ont été créés ont été maintenus, et le témoignage du jeune qui d'abord était un adhérent s'implique aujourd'hui et est devenu donc bénévole dans le dispositif service civique. En fait, pour nous, en tant que militants Maïf, on se dit qu'on a aussi été un petit peu là pour le soutien de ce genre d'association. Donc voilà. Et pour revenir en fait à mon attachement sur la formation des jeunes, donc moi je suis enseignante de métier.
Donc, je pense que l'engagement au niveau des jeunes, c'est ce que disait Madame Demoustier, c'est ce que disait José en début d'émission, vient d'abord du milieu familial et des rencontres, mais peut aussi venir de l'école. En tant qu'enseignant aujourd'hui, ouvert sur le monde et l'environnement, dans toutes les classes en général, les projets pédagogiques vont sensibiliser au tri sélectif, à la protection de l'environnement. Donc, on fait naître chez nos jeunes élèves déjà cette prise de conscience d'agir et d'agir collectivement pour le mieux commun de tous et de notre environnement. Et je citerai un autre exemple, celui de l'UNSS, l'Union sportive, l'Union nationale du sport scolaire, avec qui, en tant que militante Maïf, je travaille au niveau de La Réunion, qui s'investit pour la formation de ces jeunes officiels. D'ailleurs, on a un partenariat au niveau national qui est décliné ici à La Réunion, où on accompagne l'UNSS dans la formation de ces jeunes officiels. Les jeunes officiels, en fait, ça peut être des jeunes arbitres, des jeunes reporters, mais également des jeunes présidents, je veux dire des jeunes dirigeants d'associations sportives qui œuvrent auprès du président pour monter les projets associatifs et pour être capables, en fait, d'organiser leur compétition et l'organisation des événements qui incombent à une association sportive. Donc voilà ce que je souhaitais dire sur le plan de l'éducation au bénévolat et à l'engagement au niveau de l'UNSS. Merci beaucoup Claudine pour cette intervention sur les conditions qu'on pourrait réunir pour amener les jeunes vers un peu plus d'engagement et pour devenir peut-être dans le futur des militants. Allons voir du coup comment cela se concrétise auprès des jeunes. Nous avons l'honneur, la chance d'avoir sur ce plateau des membres du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, la tête de réseau CRAGEP. On parlait de nouvelle génération. J'ai lu un article récemment qui parlait d'engagement post-it de la nouvelle génération qui s'inscrit moins dans le temps, plus volatile, plus ponctuel. Madame Martin, qui est chargée de mission au CRAGEP, est-ce que cela est le cas? Quelles sont les nouvelles formes d'engagement de la nouvelle génération, vous qui les côtoyez au quotidien? Alors bonjour, merci de nous accueillir sur cette émission. Moi, je pense que le militantisme chez les jeunes est toujours présent. En effet, il a évolué, il est différent. Vous disiez génération de militantisme post-it, c'est un petit peu ça. Je pense que les jeunes qui s'engagent aujourd'hui s'engagent sous des formes différentes, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, comme le service civique, vous l'avez dit, Madame Demoustier. C'est vrai que les jeunes vont s'engager peut-être sur du plus court terme. Je pense que la première raison qui pousse les jeunes aujourd'hui à s'engager, au-delà de la transmission familiale, au-delà de tout cet environnement familial qui a été transmise et tout cet engagement-là, je pense que les jeunes s'engagent aujourd'hui pour défendre une cause qui leur est chère, une cause sociétale. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui s'engagent pour lutter pour le climat, qui vont s'engager pour des causes de vivre ensemble sociétales, pour lutter contre les inégalités. Donc, l'engagement est toujours présent, il est toujours aussi intense, peut-être différent sous sa forme. Il va moins s'inscrire dans le temps, comme on a pu voir dans d'autres témoignages comme Monsieur Waro. Les jeunes vont s'engager sur des missions et ils ont, je pense, besoin d'atteindre la finalité de leur action et de voir les résultats. Et je pense que c'est la différence qui fait que l'engagement est différent aujourd'hui chez les jeunes.
mais il s'engage quand même pour ces raisons, des raisons peut-être un peu plus individuelles, un peu plus profondes dans la cause. On le voit aussi sous différentes formes. On a parlé de militants bénévoles. Il y a aussi des militants salariés. J'en suis la preuve. C'est vrai que l'engagement et le militantisme permet aussi d'acquérir des compétences professionnelles, et c'est aussi une des raisons qui pousse les jeunes à s'engager. Je pense que c'est pour ça qu'il faut au maximum valoriser ces compétences informelles liées à l'engagement et au militantisme. C'est des choses qui se font en association de plus en plus, et aussi les jeunes ont besoin d'acquérir des compétences et des expériences qui pourront valoriser dans leur CV. C'est vrai que on a la crise du chômage aujourd'hui, et par le bénévolat, par le militantisme, ce sont des choses, voilà, qui peuvent être un apport pour eux, vraiment un plus sur leur CV. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils s'engagent. Après, il y a beaucoup de missions d'engagement, de dispositifs comme le service civique ou le volontariat solidaire international. J'ai moi-même fait un volontariat au Kenya récemment. C'est vrai que on a aussi envie de s'engager, je dis on parce que je me considère aussi dans cette tranche d'âge-là et dans ce militantisme de jeunes. On a envie aussi d'acquérir des expériences pour notre vie, de développer au maximum nos compétences personnelles, et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on s'engage. Merci pour votre intervention. Il y a un propos qui attire mon attention, c'est celui de salariés militants. Comment vous vivez cette situation? Comment vous pouvez le caractériser? Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué quand on est salarié de savoir quelle est sa place dans les missions et les valeurs de l'association. On est surtout là au service du bénévole d'une association, mais je pense qu'un salarié qui n'adhère pas aux valeurs et aux missions propre de l'association pour laquelle il travaille ne pourra pas aller au bout de sa mission ou pouvoir travailler vraiment main dans la main avec le bénévole. Donc, de par ce fait, je pense qu'on est forcément militant lorsqu'on est salarié d'une association ou qui défend une cause où l'humain est vraiment au cœur de l'action. Donc, pour ma part, et je pense que Mathias pourra aussi intervenir, donc un jeune de la commission Causement, qui lui-même aussi est salarié d'une association, je pense que c'est une situation confortable parce que on est valorisé financièrement par rapport à notre travail, mais c'est aussi voilà, il n'y a pas vraiment de différence d'engagement entre un bénévole et un salarié d'une association. Ça ne prend pas la même forme, c'est sûr, mais je pense que la fibre reste la même, l'engagement reste le même. Merci beaucoup pour ces précisions. Je me retourne, la transition est faite vers Mathias Kourounadin, qui est membre de la commission, Causement. Comment se caractérise aujourd'hui votre engagement militant? Tout d'abord, bonjour. Donc effectivement, je suis membre de la commission Causement, donc j'ai participé à la mise en place justement de la commission. Aujourd'hui, comment je pourrais caractériser ce militantisme-là, c'est effectivement, je m'engage du coup pour pouvoir avancer, mettre des choses en place, et notamment du coup apporter la parole des jeunes dans des instances, ou même du coup juste nous faire entendre. Et c'est surtout donner du temps en fait. Voilà, on est plusieurs dans la commission, on essaie de se retrouver, d'autant plus quand on est salarié, donc du coup on a aussi les yeux de travail à faire. C'est essayer de se retrouver, c'est essayer de mettre des choses en place. C'est vraiment donner du temps parce qu'on a envie de mettre un projet en place. Et pour revenir à ce que les intervenants disaient tout à l'heure, c'est effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui on a deux formes d'engagement ou de militantisme du coup de la part des jeunes. C'est-à-dire qu'on a ce militantisme qui commence peut-être dès le collège ou dès le lycée. Si je prends mon cas, ça a commencé dès le collège, où en fait on a juste des fois un projet, parce qu'on a un groupe, et on reste du coup sur cette forme de groupe-là, parce que les jeunes maintenant ils sont beaucoup du coup sur le groupe et sur le groupe qui les entoure. Et qui sont plusieurs, ils ont envie de mettre en place un projet, et ils essaient en fait de faire des choses. Donc ils essaient de monter un projet. Malheureusement, ce qui va peut-être leur manquer, c'est l'adulte qui va dire oui à ce projet-là. Et après à côté, on a cette autre forme d'engagement où on a d'autres jeunes qui ont envie de monter un projet pareil et qui vont retrouver un adulte, qui vont les accompagner, qui vont accepter d'aider ces jeunes-là à mettre le projet parce qu'ils croient en le projet.
Et pour moi, c'est ce qui peut-être aujourd'hui poserait problème au fait que il y a peut-être moins de jeunes qui s'engagent directement et qui préfèrent passer peut-être justement par des services civiques ou autres. C'est que vous avez des jeunes qui ont envie de mettre en place des projets, et même au niveau de l'école, hein, et ça commence pour moi dès l'école, avec des fois ça peut être des trucs, je vais pas dire des trucs bêtes, mais ça peut être des trucs qui commencent par essayer de mettre en place une sortie du coup avec plusieurs groupes d'élèves, essayer de mettre en place une compétition sportive par rapport à l'INSS, donc essayer même du coup peut-être mettre le bal de fin d'année en place. Et tout ça, vous en avez en fait qui vont essayer de le faire, sauf que la réponse, ça va être du coup celle de l'adulte. C'est est-ce que l'adulte va accompagner le jeune à ce moment-là, ou le groupe de jeunes, ou est-ce que au contraire, il va pas répondre parce que c'est peut-être pas quelque chose qui peut être fait dans l'immédiat ou autre. Et à ce moment-là, on a cet engagement qui commence en fait. C'est celui qui a été accompagné, et moi j'ai la chance que ça a été mon cas, donc j'ai eu des personnes qui m'ont dit oui, les projets que tu veux mettre en place, tu pourras le faire. Mon militantisme en fait, il a évolué au fur et à mesure. J'ai commencé du coup effectivement par être meneur sur des projets. Ensuite, on m'a dit effectivement, tes idées sont là, donc essayez du coup de les concrétiser. On parlait de professionnalisation du militantisme, donc effectivement, le côté professionnel, ça va aider. Et par la suite, en fait, on devient bénévole dans une association, ou en tout cas, on fait du bénévolat dans l'association parce qu'on a envie de faire avancer les choses. On continue, on donne de son temps, et c'est vraiment là où on voit sa place de militantisme, c'est que oui, aujourd'hui, on est militant pour ce projet-là ou pour les valeurs qu'on va défendre. Et pourquoi? Parce qu'on a eu ces personnes-là, en fait, qui nous ont accompagnés. Et je trouve que c'est bien, justement, d'avoir ces adultes-là. Et aujourd'hui, moi aussi, je me considère toujours comme jeune et peut-être pas comme... je vais peut-être à un moment donné faire mon temps et passer le relais à d'autres. Mais c'est aussi, du coup, dire, peut-être que moi, maintenant, je peux prendre cette place-là d'accompagner les jeunes qui ont envie aussi de le faire et mettre en avant leur forme de militantisme. Parce que oui, la forme a changé. On n'est plus du tout sur la même forme qu'avant, en fait. Ça va être peut-être plus ponctuel, et après par la suite on va essayer d'augmenter en fait ces actions qu'on mène de façon à ce que ce soit vraiment visible. Et aujourd'hui tout se passe du coup peut-être sur les réseaux, donc on a besoin de visibilité et on essaie en fait d'alimenter cette visibilité-là. C'est-à-dire oui, on met des trucs en place, on est militant, on veut faire les choses et regarder ce qu'on fait en fait. Merci pour ces premiers éléments. J'aurais une deuxième question. En cette période Covid où il est difficile de se rassembler, où on a connu le confinement, comment arrivez-vous à nourrir ces échanges et à nourrir cet engagement? Je pense que en vrai, le confinement n'a pas eu d'impact forcément. Il y a eu un impact du coup dans ce qui concerne le loisir et tout, mais se retrouver pour pouvoir communiquer, on n'a pas forcément besoin de se voir. Le confinement a permis quoi? A peut-être permis du coup de rendre le visio un peu plus accessible, mais en vrai, si je prends nous là au niveau de Cosmo, on se voit peut-être une fois tous les mois, ou on essaie de se voir en tout cas une fois tous les mois, sauf qu'on communique toujours en fait. Donc aujourd'hui on communique par Messenger, on communique par Facebook, on a les réseaux, donc on s'envoie des messages, on essaie de mettre des choses en place. On a en fait cette possibilité-là de le faire, et sans forcément dire qu'on va se voir en présentiel. Et au contraire, lorsqu'on se voit en présentiel, c'est pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de se voir, de se côtoyer, donc c'est important de connaître les personnes avec qui du coup on va du coup mettre en place un projet. Mais l'idée de base, en fait, et ce qui nous rassemble, c'est les discussions qu'on a. Et dans ce militantisme-là, j'ai l'impression qu'on arrive plus peut-être à se retrouver lors des échanges qu'on peut avoir, du coup, et des avis qu'on va donner en envoyant des messages ou en discutant dans un groupe avec plusieurs personnes, que forcément de se mettre en face, parce que quand on est en face aussi, on a ces personnes qui n'osent pas forcément prendre la parole, alors que par texto ou ou comme je vous disais, par Messenger par exemple, on a des personnes qui communiquent beaucoup plus. Donc ça a été compliqué le début, donc de casser la dynamique et de dire qu'on se voit plus, mais on a quand même essayé de trouver une solution, et notamment alimenter ces groupes-là et continuer à discuter, échanger, peut-être même des fois débattre sur des sujets ou donner des infos. Ça permet de continuer à travailler sans forcément dire qu'on se voit tout le temps en fait. Donc le confinement était problématique, oui, mais on arrive à trouver des solutions quand même assez rapidement. Merci beaucoup pour vos interventions, Madame Martin et Monsieur Kourounadin. Monsieur Waro, Madame Martin faisait allusion aux compétences développées à travers le militantisme. On se rend compte, comme le disait Daniel, que l'école peut induire, faire émerger la petite graine du militantisme par l'implication scolaire, mais finalement, le militantisme devient également une école de la vie.
puisqu'on intègre, on développe également un certain nombre de compétences, voire de valeurs à travers son cheminement. Que vous a apporté votre parcours de militant? Alors, c'est vrai que à la Maïf, j'étais dans une situation, ainsi que l'ensemble des militants de la Maïf, dans une situation privilégiée. En particulier, peut-être pas tout à fait au début, dans les années 80, on était encore très loin, on vivait très loin de la métropole, mais par la suite, il y a eu des actions de formation énormes. Je n'avais jamais vu ça, tant au niveau vers les salariés que vers les militants. Donc des actions de formation vraiment conséquentes. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant. Mais d'une manière plus générale, je prends le simple parent qui veut accompagner son enfant dans un club de foot, de hand, etc. Et qui veut mettre la main à la pâte. Ben, il faut aussi qu'il aille un peu plus loin, il faut peut-être qu'il apprenne aussi effectivement à comprendre l'attitude de l'arbitre, le rôle de l'arbitre, la réglementation, si demain il prend un poste dans l'association, dans le club sportif, qu'il soit au courant au niveau de la responsabilité des dirigeants. Donc il y a une formation également que certaines associations ne peuvent peut-être pas toujours assurer, dispenser à ces militants, mais il y a cet aspect-là. Et puis, il y a un autre aspect qui a aussi été souligné là entre les lignes, mais c'est que à compter du moment où on s'engage, on se doit d'être exemplaire et on doit. Il ne s'agit pas que de demander aux autres, d'indiquer aux autres la direction. Il faut aussi faire un travail sur soi. Donc, il faut se surpasser pour, si on est militant, pour entraîner, pour aussi guider le collectif. Donc il y a la formation, il y a le travail sur soi, il y a l'écoute, on apprend donc à écouter l'autre, et puis après il y a toutes ces valeurs de base dans le prolongement de l'écoute, la tolérance, la solidarité. Donc tout ça, ça se développe de par le collectif, mais ça se développe par aussi un travail sur soi. Merci beaucoup pour cet apport, Monsieur Waro. Ma dernière question, la dernière question de cette session, elle sera pour Daniel. Dans une vision un peu plus prospective, selon toi, quelles seraient les conditions à réunir pour favoriser l'expression du militantisme sur les territoires et dans les entreprises de l'ESS? Ouais, il faudrait que tu mettes ton micro. Je pense que c'est un faisceau de conditions. Il n'y en a pas une seule ou deux qui seraient magiques. Je pense que c'est un faisceau de conditions. On l'a vu, le travail dès le plus jeune âge, l'apprentissage de la coopération à l'école ou de la vie collective à l'école et plutôt que de la concurrence ou de la compétition, ça c'est déjà un élément. Le montage de projets aussi, de petits projets dans le parcours des jeunes, des enfants jusqu'aux adolescents. Je pense que ça c'est déjà des éléments d'apprentissage. Je pense maintenant à ce qui se fait autour de l'ESPER, avec ma coopérative à l'école, les juniors associatives, la junior association, etc. Là, il y a tout effectivement des méthodes d'accompagnement et de prise de décision collective par les jeunes, qui est déjà un premier pas. On voit aussi qu'il y a des éléments sociétaux qui influent. On voit bien qu'aujourd'hui la jeunesse se mobilise pour des grandes causes, des nouvelles causes, notamment les causes climatiques. Après, la question c'est de transformer cet engagement dans des grandes causes, dans des manifestations, dans des grandes actions un petit peu publiques, à des engagements peut-être un petit peu moins visibles, mais dans des groupements, dans des associations, dans des collectifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses informelles qu'il faut aussi ne pas négliger, parce que les jeunes souvent c'est normal, sont un petit peu rebutés par les questions formelles, les questions administratives, dans lesquelles ils se sentent un peu prisonniers. Donc je pense qu'il faut aussi reconnaître toute cette action de ces collectifs, ces groupes. Vous l'avez dit, souvent des groupes de pairs. Vous l'avez dit, que c'est comme ça qu'on monte des projets. Après, il y a aussi la question effectivement de soutien, d'accompagnement de tous ces projets de jeunes. On voit que c'est important, et que ça fait partie
effectivement, hein, c'est la première pierre qu'on peut poser pour s'engager de façon dans une organisation. Avant, on s'engage d'abord dans un projet, on s'engage après dans une organisation. Je crois que c'est maintenant, c'est peut-être l'inverse de ce qui se passait quand j'étais jeune. Hein. On s'engageait d'abord dans une organisation et puis dans l'organisation on faisait des projets. Maintenant, on s'engage dans un projet et le projet peut conduire effectivement à des formes un petit peu plus durables. Hein. Et ça, on voit bien que l'association là est nécessaire à un moment. La formalisation est nécessaire pour mettre ces projets dans la continuité. Il y a aussi, je pense, ce on vient d'en parler, hein, tout ce qui est autour de l'accompagnement et de la formation. Alors moi, je mettrais des éléments divers. Hein. Il y a l'accompagnement, c'est effectivement un peu le compagnonnage d'une certaine manière. Hein. C'est des vieilles histoires, le compagnonnage, hein, mais je pense qu'on a des formes nouvelles de compagnonnage hein, pour accompagner ces jeunes. Et puis, il y a des choses plus formalisées, plus structurées, qui sont effectivement des formations où là, on peut acquérir d'autres types de compétences qui deviendraient des qualifications presque, hein, au niveau professionnel, qui peuvent être reconnues comme des qualifications. Voilà, donc je pense que c'est tout un faisceau hein, de dynamiques qui peuvent contribuer à d'une part, faire émerger cette envie de faire des choses ensemble. Et je pense que la jeunesse a autant envie que les générations précédentes. Il y a pas, à ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas de rupture. Ce sont les formes qui changent. Hein, et qu'il faut bien voir quelles sont les formes qui sont adaptées hein, au contexte d'aujourd'hui, aux aspirations d'aujourd'hui. Hein. On l'a dit pour les questions du travail, mais il y a aussi des questions de... C'est vrai qu'on est dans une société qui est qu'on dit plus individualiste. Alors moi, je dirais pas... J'utiliserai pas le terme individualisme parce qu'il est très souvent péjoratif, mais où on revendique plus d'autonomie. Hein. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette autonomie, elle s'acquiert aussi grâce au collectif. Voilà, et c'est aussi un travail pédagogique à faire autour de ça, hein, pour ne pas opposer l'individu et le collectif. Hein. Je pense que l'individu peut mieux s'épanouir si à un moment il rencontre du collectif. Merci beaucoup Daniel pour tes lumières et pour cette analyse. Nous arrivons à la fin de cette seconde séquence. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et pour vos apports et les regards différents et la diversité que vous nous apportez, qui nous permettent d'appréhender un peu mieux les nouvelles formes du militantisme et les enjeux et les défis du militantisme sur notre territoire. Je vous propose de passer tout de suite à la troisième séquence qui s'intitule la Minute Expert. La Minute Expert, c'est cette petite capsule que nous vous proposons à la fin de chaque ESS Live qui permet à un expert de venir nous présenter une thématique ou un dispositif en 5 minutes. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune, un militant, Samuel Ablancourt de la Ligue de l'enseignement qui va nous parler du compte d'engagement citoyen. Bienvenue Samuel et qu'est-ce que ce compte d'engagement citoyen? Parce que je vois que c'est écrit Casasso. Oui, bonjour. Effectivement, je cherchais un fond d'écran assez original. Alors, du coup, le compte d'engagement citoyen, je vais quand même tout de suite aller dans le vif du sujet. Il me semble que j'ai moins de 5 minutes. Tout à fait. Le compte d'engagement citoyen, il existe. Il est effectif depuis le 1er janvier 2019, mais avant de parler de compte d'engagement citoyen, je vais plutôt vous parler du compte personnel de formation. Alors, le compte personnel de formation, c'est un compte qui permet en fait à toute personne, dans le privé et dans le public, d'avoir une visibilité sur ses droits à la formation. Et donc, pour revenir au compte d'engagement citoyen ou CEC pour ceux qui adorent les sigles. Donc, le compte d'engagement citoyen est directement lié à ce compte personnel de formation. Donc, c'est un outil qui vient juste après la loi du 5 septembre 2018 pour avoir la liberté de choisir son avenir professionnel. Et voilà, donc le CPF et le CEC sont des outils qui sont directement issus de cette loi. Alors, pour revenir à ce compte d'engagement citoyen, comment faire? Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? Pourquoi? Et quand le mobiliser? Donc, le compte d'engagement citoyen, il est accessible
à toute personne à partir de 16 ans. On va dire aussi par dérogation pour les jeunes de 15 ans qui sont en contrat d'apprentissage, ils peuvent aussi s'inscrire sur le compte d'engagement citoyen. Mais donc c'est pour tout le monde à partir de 16 ans jusqu'à 65 ans. Alors, on pourra revenir après sur les 65 ans puisqu'il y a quand même des petites adaptations pour ceux qui veulent quand même solliciter ce compte après 65 ans. Donc, c'est accessible aux bénévoles, à ceux qui cumulent au moins 200 heures de bénévolat dans une année civile. Alors cette personne peut cumuler ses heures de bénévolat dans plusieurs associations, mais il faut qu'il y ait au moins une association dans laquelle elle a pu effectuer 100 heures de bénévolat dans cette association. Alors, quand on parle de bénévolat à déclarer dans le compte d'engagement citoyen, on parle surtout de bénévoles qui encadrent d'autres bénévoles ou qui font partie d'un organe de direction ou d'administration. Le compte d'engagement citoyen est aussi accessible à tous les services civiques qui ont effectué une mission d'au moins 6 mois. Et petit avantage pour ces services civiques, ils n'ont pas en fait eux à renseigner leur compte d'engagement citoyen puisque ça se fait automatiquement. Donc pour les autres, c'est-à-dire pour les militants comme nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement créer son compte bénévole. Alors je pourrais bien sûr après vous mettre les documents à disposition. Il suffit tout simplement de taper dans n'importe quel navigateur compte bénévole et vous allez tomber sur une plateforme très intéressante. Donc la plateforme s'intitule sobrement le compte bénévole. Il suffit de remplir, de créer son espace avec certaines informations. Donc les informations à compléter, c'est bien sûr un nom, prénom, une adresse mail, renseigner aussi le numéro de sécurité sociale et avoir sous la main les numéros SIRET ou le numéro SIRET de votre association. Vous faites votre demande directement en ligne. C'est quand même assez intuitif. Le site, il est quand même bien fait en ce sens. Donc, vous allez compléter votre demande. Vous allez dire, voilà, j'ai fait tant d'heures de bénévolat au sein de mon association. Et l'association recevra une notification lui informant qu'il y a un bénévole de son association qui a sollicité le compte d'engagement citoyen. Donc, j'avance toujours un tout petit peu. Donc, c'est bien pour le bénévole de faire sa création de compte sur le compte bénévole. Mais ce qu'il faudrait aussi regarder, c'est au niveau de l'association, est-ce qu'elle a bien renseigné sur son compte asso un validateur, un CEC. Quand on a l'habitude de faire des demandes de subventions en ligne, donc par voie dématérialisée, généralement, on commence de plus en plus effectivement à utiliser le compte asso. Donc sur le compte asso, quand vous allez compléter les différentes informations, le profil de l'utilisateur, on va vous demander à certain moment qui est la personne au sein de votre association qui valide les demandes effectuées par les bénévoles. C'est une démarche qui se fait assez rapidement, comme pour le compte bénévole sur le compte asso, on est guidé, donc c'est assez simple. On va vous poser directement la question qui administre le compte asso et qui valide. Bien sûr, on va vous demander un document, sauf si vous êtes le président, un document qui précise que c'est vous et la personne ressource pour valider le compte d'engagement citoyen. Et par la suite, vous avez une petite période qui permet en fait de compléter votre compte bénévole. Et il y a une autre période qui va suivre, qui va permettre à l'association de valider la demande faite par le bénévole. Alors, je vais préciser quand même les périodes, même si c'est susceptible qu'il y ait des ajustements dans les mois à venir. La période pour déclarer ses heures de bénévolat sur le compte bénévole, c'est de janvier à juin. On est au mois de décembre, on passe l'information, il y a la minute expert, on vous a présenté rapidement le compte bénévole. Donc, dès le mois prochain, vous pourrez créer votre compte, faire votre déclaration, pour obtenir ces heures formation.
Et l'association aura du coup toute la période de septembre à décembre pour valider votre demande. Alors, je tiens à préciser quand même que lorsque vous faites la demande, c'est sur l'année N-1. Voilà. Alors, je pense que là, j'ai suffisamment fait le tour de ce fameux compte d'engagement citoyen. Il y a pas mal de tutos disponibles directement sur la plateforme, sur votre plateforme, votre compte personnel de formation. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et la dernière information, puisque je vous ai parlé du compte personnel de formation, en fin d'année, lorsque vos heures ont été attestées par la personne qui valide votre demande, ces heures formation du compte d'engagement citoyen va être directement converties au sein de votre compte personnel de formation. Sur ce, j'espère que j'ai été assez clair et court. Oui, tu as été très clair. Merci beaucoup pour les précieuses minutes que vous nous avez accordées, cher monsieur l'expert, cher Samuel. Nous arrivons à la fin de cette émission. Avant de remercier tous ceux qui ont participé à sa réalisation, je vous rappelle que le livre de monsieur José Waro, qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, est accessible sur simple demande à la CRES, si j'ai cru comprendre, et qu'il est bien évidemment gratuit à la disposition de tout le monde. En version numérique. En version numérique, tout à fait. Merci pour cette précision. C'est le moment pour moi de remercier tous les invités qui nous ont fait l'honneur de venir sur notre plateau pour partager leur expérience et leur riche expertise. C'est le moment pour moi également de remercier l'ensemble, peut-être de manière un peu plus prégnante, puisque nous fêtons notre première année, l'ensemble des acteurs et des partenaires qui œuvrent tous les mois pour nous permettre d'avoir cette émission et nous permettre de consolider cette dynamique enrichissante à la fois pour le territoire et l'économie sociale et solidaire et bien évidemment pour les étudiants. Merci à la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Merci à l'Université numérique pour les installations et les infrastructures. Merci également à toute l'équipe de Nawar et ce soir j'aurai une pensée toute particulière à un ami et accessoirement collègue, Pat. Donc recevez mes sincères salutations solidaires et à très bientôt.